Derrière, il y aurait la CIA, les services marocains, le Mossad. On ne prête peut-être qu'aux riches, je n'en sais rien. Mais en tout cas, il y a eu des rumeurs coordonnées et il y a eu une foule qui s'est précipitée avec la complicité des autorités marocaines. Là-dessus, ce qui s'est passé, c'est que Pedro Sanchez, ne faisant ni une ni deux, a pris un hélicoptère parce qu'il n'y a pas d'aéroport à Ceuta. Il y a simplement des bateaux qui peuvent quitter le territoire ou un hélicoptère. Est allé voir là-dedans, et puis il a essayé de remettre tout le monde d'appeler au calme général. Et ceux qui avaient fait l'invasion ont commencé à refluer. François Asselineau. Voici donc la première des questions choisies par vos équipes. Alexia vous demande « Je n'arrive pas à comprendre l'affaire de Ceuta. Et j'ai du mal à croire que des milliers de jeunes hommes se soient donné le mot pour fuir leur pays, tous ensemble, sans bagages, et pour une bonne proportion torse nu. Quelle est votre analyse de cet événement ? Torse nu, je sais pas, j'ai pas remarqué, mais c'est vrai qu'il y en a qui sont venus à la nage. Alors j'ai déjà fait des tweets, j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer, notamment avec Nicolas Stocker, mais je crois qu'il faut y revenir rapidement. Voilà. Comme je l'ai dit, il me semble que dans cette affaire, il y a énormément de non-dits, énormément de coups bas, énormément de mensonges qui sont dits. J'ai tardé moi-même pendant 2 jours à réagir parce que mon expérience, mon flair, qui commence à être grand, mon expérience de tout ça, c'est que dès le début, je me suis dit qu'il y avait des choses qui n'étaient pas claires. Quand on connaît un peu le régime marocain, il n'est pas imaginable qu'il y ait 40, 50 ou 60 000 personnes qui ont déboulé d'un seul coup sans que le régime ne l'ait vu passer. Ça, c'est impossible. Donc déjà, il y avait un petit problème. Deuxièmement, donc moi j'ai regardé ça, je me suis dit, oula, ne nous en mêlons pas. Deuxièmement, j'ai noté qu'il y a eu aussitôt un torrent de protestations en Europe, essentiellement venu d'ailleurs de la droite et de l'extrême droite, notamment en France, en Italie, mais dans d'autres pays de l'Union européenne, et qui ont visé à accabler Pedro Sanchez. Pedro Sanchez, qui n'est pas forcément ma tasse de thé, c'est quand même un européiste, etc. Mais enfin, j'ai trouvé que c'était quand même un peu singulier parce que lorsque, par exemple, il y a eu un afflux considérable de migrants sur l'île de Lampedusa, qui est entre la Sicile et la Tunisie, il y a quelques années, il n'y a pas eu, on n'a pas l'extrême droite et la droite des pays européens n'a pas forcément tapé ni sur Mario Draghi ni sur Meloni. Ils ont plutôt tapé sur les passeurs, sur le régime en Libye d'où émanaient ces migrants. Donc pourquoi est-ce que là des gens comme Madame Sarah Knafo, par exemple, a fustigé d'un seul coup Pedro Sanchez et pas le Maroc? C'est quand même bizarre. Bon. Pourquoi Madame Meloni, d'un seul coup, a expliqué qu'il fallait fermer les frontières avec l'Italie? Alors bon, j'ai quand même quelques notions de géographie et je ne crois pas qu'il existe une frontière entre l'Espagne et l'Italie. Ça n'existe pas. Donc en fait, ce que Mme Meloni et les gens qui sont avec elle ont dit, ça a été repris par la presse sans aucune distanciation. C'était pas de fermer la frontière de l'Italie avec l'Espagne. C'était de retirer à l'Espagne le bénéfice de l'espace Schengen. C'est-à-dire d'exclure l'Espagne de l'espace Schengen qui est prévu par les articles 67, 77 et 78 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et qui prévoit l'absence de contrôle aux frontières intérieures à l'intérieur de l'Union européenne. Ce qui veut dire que Mme Meloni, elle disait qu'il fallait se soustraire aux traités européens. Elle n'en a pas le droit juridiquement. Et d'ailleurs, il y a eu des protestations qui ont émané notamment de M. Borrell, qui était l'ancien responsable des questions internationales, le commissaire espagnol, qui a dit que tout ça était totalement illégal au regard du droit européen d'ailleurs. Et puis d'ailleurs, c'était en plus non seulement c'était inapplicable au regard du droit, mais c'était inapplicable tout court. Parce que comment Mme Meloni pouvait-elle faire pour bloquer les Italiens voulant entrer en Italie, les Espagnols, voulant entrer en Italie, transitant par le territoire français? Si vous êtes déjà allé sur place, vous savez qu'on passe d'Espagne en France et réciproquement sans le moindre contrôle. C'est l'application de l'article 67 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, puisqu'il ne doit plus y avoir le moindre contrôle aux frontières intérieures. Donc tout ce qu'il y avait auparavant à Hendaye, quand on passait en territoire espagnol,
où il y avait la police de l'air et des frontières, il y avait des barrages, des barrières, etc. Tout ça a été entièrement rasé, même les guérites ont été enlevées. Et donc on passe à... Voilà, il y a simplement un panneau Espagna, France, et puis c'est tout, avec le drapeau bleu aux étoiles d'or. Donc les Espagnols peuvent parfaitement entrer librement sur le sol français, comme d'ailleurs toutes les personnes situées en Espagne, dont d'ailleurs des migrants. Et ensuite, c'est pareil entre la France et l'Italie. Quiconque est allé entre Menton et Vintimille, c'est qui prend l'autoroute qui permet d'entrer en Italie sans le moindre contrôle. Donc moi, je ne sais pas comment Madame Meloni faisait pour barrer l'accès à l'Italie des Espagnols arrivant par l'autoroute venant de Menton. Ça n'existe pas. Ça n'a d'ailleurs pas été... La seule chose qu'il aurait fallu qu'elle puisse faire, c'était de mettre des barrières à l'entrée sur le territoire italien et de passer au crible toutes les personnes entrant sur le territoire italien et de laisser passer les Français ou des Belges ou des Britanniques. Non, les Britanniques sont en dehors de l'espace Schengen. Mais des Belges, des Néerlandais, des Allemands, des Français ou des Portugais qui seraient passés pour vouloir aller en Italie par cette voie. Mais en revanche, de refouler les Espagnols. Mais elle ne l'a pas fait. Ça aurait été d'ailleurs des blocages inouïs à la frontière et des protestations. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Madame Meloni, elle a parlé, il s'agissait de prendre une posture, en fait. Alors, tout ça mis bout à bout, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et puis alors, petit à petit, on a vu arriver des informations au cours des jours. On a appris que, conformément au flair que j'avais eu, c'est que c'était pas possible que les Marocains n'aient pas vu le coup venir. On a même vu des scènes de camions débarquant des migrants. Alors j'ai vu que TF1 aujourd'hui a dit non, c'est une fake news parce que c'était à plusieurs dizaines de kilomètres de là que ça s'est passé. Et alors ils ont peut-être pu justement les camions sous la surveillance de militaires de la gendarmerie ou de la police marocaine. Ils ont très bien pu débarquer, non pas juste devant, mais à 20 kilomètres de là, des migrants. Et puis on a appris dans les journaux espagnols que la Guardia Civile espagnole, un peu l'équivalent de la gendarmerie, avait des caméras et a repéré plusieurs agents provocateurs marocains parmi les migrants. Voilà. Donc ça veut dire que le Maroc est bien et bien derrière cette affaire. Alors déjà, ça montre une certaine complexification du sujet. Et quand on regarde un petit peu la situation de Pedro Sánchez, on s'aperçoit que c'est comme quand vous lisez le roman policier d'Agatha Christie qui s'appelle Le crime de l'Orient Express, c'est que celui qui est assassiné, en fait, il y avait 50 personnes qui avaient intérêt à ce qu'il passe de vie à trépas, parce que tout le monde avait des choses à lui reprocher. Et c'est un petit peu la même chose pour Pedro Sánchez. Qui est-ce qui a des choses à reprocher et quoi à Pedro Sánchez ? D'abord, il y a les pays d'Europe, les pays de l'Union européenne qui sont mécontents, un certain nombre d'entre eux en tout cas, de la politique de régularisation de sans-papiers que Pedro Sánchez a lancé pour régulariser 400, 500, 600 000 sans-papiers en Espagne, qui a fait d'ailleurs un appel d'air dans un certain nombre de personnes qui sont sans-papiers en France ou en Italie ou Dieu sait où, et qui certains sont allés en Espagne pour se faire régulariser. Puisque les contraintes étaient minimes, Pedro Sánchez avait dit qu'il régulariserait les sans-papiers pouvant prouver qu'ils ont travaillé pendant 8 mois minimum en Espagne. Et puis, devant la difficulté de rassembler des preuves, parce que quand vous êtes sans papier, en règle générale, vous n'êtes pas payé avec des feuilles de paye et avec des cotisations sociales. Vous êtes payé au noir, vous êtes payé avec de l'argent liquide. Et donc, il était très difficile. Donc, Pedro Sánchez a finalement fait machine arrière et a dit qu'il fallait avoir passé 8 mois en Espagne, ou sinon prêter serment sur l'honneur d'avoir passé 8 mois. Bon. Donc il y a un certain nombre de gens qui se sont dit la bonne affaire, ça fait 1 mois que je suis en France sans papier, je vais passer en Espagne, je vais dire que ça fait 8 mois. Donc déjà, il y a un ressentiment d'un certain nombre de pays de l'Union européenne, à commencer notamment par l'Italie, mais il y en a eu d'autres qui sont montés au créneau, la Finlande, le Danemark, et puis aussi la France d'ailleurs, puisque je vais y revenir. M. Nunez, le ministre de l'Intérieur, a dit qu'il allait renforcer les contrôles aux frontières. Deuxièmement, il y a le Maroc soi-même, parce que le Maroc est un pays dont toute la politique depuis maintenant des années consiste à faire reconnaître que le Sahara espagnol, que l'Espagne a quitté en 1975, il y avait une petite enclave à Sidi Ifni et ensuite
une portion de territoire beaucoup plus importante avec une ville qui s'appelait Villa Cisneros et qui a été rebaptisée Dakhla. Donc ce territoire-là, l'Espagne, c'est des colonies espagnoles, l'Espagne en est partie. Et normalement, c'est l'Organisation des Nations Unies qui devait organiser un référendum auprès du peuple sahraoui, qui est les habitants de cet endroit, pour savoir ce qu'ils voulaient. Soit être rattaché au Maroc, soit éventuellement à l'Algérie, soit devenir indépendant. Et en réalité, le père du roi actuel de Mohamed VI, le roi actuel, son père Hassan II, a lancé ce qu'on a appelé la marche verte. Il a envoyé des dizaines de milliers de personnes, un peu comme ce qui vient de se produire d'ailleurs à Ceuta. Il a lancé des dizaines de milliers de personnes, mais beaucoup plus nombreux, pour aller envahir pacifiquement les terres laissées libres par l'Espagne. Le résultat, c'est que c'était en 1975. En 2026, c'est-à-dire 51 ans après, plus d'un demi-siècle après, l'affaire n'est toujours pas tranchée, n'est toujours pas réglée, même si le Maroc occupe la grande partie du territoire de l'ancien Sahara espagnol. Il n'en demeure pas moins qu'il y a ici ou là des problèmes, des troubles sporadiques. Il n'en demeure pas moins que l'ONU, son rôle a été bafoué. Et il n'en demeure pas moins que l'Algérie n'accepte pas cette situation et soutient la revendication des Sahraouis qui veut pouvoir avoir l'autodétermination. Sachant que l'Algérie, qui est en disgrâce au Maroc et réciproquement, l'Algérie n'est pas totalement neutre en la matière, puisque c'est le pays désormais le plus grand pays d'Afrique. Depuis la partition du Soudan, l'Algérie, qui a quelque chose comme 2 300 000 km², ce qui est considérable, c'est qu'il y a à peu près 4 fois la France. L'Algérie est un pays qui n'a de débouché sur la mer que par la Méditerranée, donc avec le verrou du détroit de Gibraltar, alors que l'Algérie se verrait peut-être bien ayant un débouché sur l'océan Atlantique. Ce qui voudrait soit mettre la main sur une partie du territoire de l'ancien Sahara espagnol, soit en tout cas avoir un régime ami et avoir éventuellement une ligne de chemin de fer, on peut rêver, qui irait d'Alger à Dakhla pour convoyer des marchandises. Voilà. Donc la guerre est ouverte entre le Maroc et l'Algérie sur ces questions. Enfin, c'est pas tout à fait une guerre, mais enfin, les relations sont extrêmement mauvaises entre les États. Et le Maroc essaye depuis des années de faire reconnaître la marocanité du Sahara espagnol. Ce qui, pendant de nombreuses années, la communauté internationale s'était refusée à prendre parti dans cette affaire, à commencer par la France, puisque la France a des intérêts, des amitiés, des intérêts fondamentaux avec les deux peuples et les deux pays, aussi bien au Maroc qu'en Algérie. Donc la France avait plutôt tergiversé, n'avait pas voulu prendre de position sur cette question. C'était pareil pour les autres pays, sauf que Donald Trump, lors de son premier mandat, a franchi le Rubicon et a reconnu la marocanité du Sahara espagnol, ce qui est évidemment un geste très important lorsque la première puissance mondiale, qui va bientôt devenir la seconde après la deuxième après la Chine, lorsque la première puissance mondiale, en termes militaires, reste quand même une des principales armées du monde, reconnaît la marocanité du Sahara espagnol. Et il faut le savoir, c'est qu'en échange de ça, le Maroc a accepté de reconnaître l'État d'Israël, puisqu'on ne peut pas, dans toutes ces opérations, méconnaître le rôle ni des États-Unis ni d'Israël. Puisque d'abord, le Maroc était un des rares pays qui ne reconnaissait pas encore l'État d'Israël. Et Trump, pendant son premier mandat, a fait tous les efforts possibles, notamment avec les accords d'Abraham, je crois, pour qu'il y ait le maximum d'États du monde arabe qui reconnaissent l'État d'Israël. Avec les Émirats arabes unis, il est arrivé aussi. Il y a un État qui est irrédent, c'est l'Algérie. L'Algérie refuse toujours, fait partie des 10 ou 12 États du monde à refuser de reconnaître encore l'existence de l'État d'Israël. Ça se double du fait que, par ailleurs, au Maroc, il y a une forte communauté juive et qui pro-israélienne, alors qu'en Algérie, il y a quasiment plus de juifs. Ils ont quasiment tous été chassés d'Algérie. Pas tout à fait, mais à peu près. Voilà, donc il y a derrière ça la question israélienne qui se pose, avec le soutien, ou en tout cas l'absence de critique du régime de Mohamed VI contre Israël, même pendant les affaires de Gaza ou du Liban, qui sont actuellement en cours, alors qu'au contraire, l'Algérie a pris fait et cause pour la Palestine. C'est d'ailleurs à Alger, en 1988, que le Congrès palestinien en exil s'est réuni pour proclamer la création de l'État palestinien.
Voilà. Alors, lorsque Trump a reconnu la marocanité du Sahara espagnol, après, il y a toute une série d'autres États qui en ont fait de même, à commencer par la France, qui a reconnu la marocanité du Sahara espagnol, brisant ainsi la tradition que nous avions prise de ne pas nous mêler de cette affaire. Ce qui nous a valu, par contre-coup d'ailleurs, une montée de l'animosité du gouvernement algérien à notre rencontre. Ça a compté pour beaucoup dans le fait que la dégradation des relations franco-algériennes date aussi de cette décision. Quant à l'Espagne, l'Espagne a reconnu aussi la marocanité du Sahara espagnol, mais le nouveau Premier ministre Pedro Sánchez a pris des positions au cours des derniers mois qui ont de plus en plus inquiété et le Maroc et Israël. Pourquoi ? Parce que Pedro Sánchez est devenu, parmi les 27 chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne, le plus critique de la politique internationale d'Israël. Il a dénoncé les opérations d'Israël à Gaza, n'hésitant pas à parler de génocide, comme la Cour pénale internationale. Il a annoncé qu'il appliquerait le mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale à l'encontre de Netanyahou. Il a condamné les exactions commises par l'armée israélienne au Liban. Ceci a mené à une dégradation très rapide avec Israël. Et on en est maintenant à ce que l'ambassade espagnole à Tel Aviv a été fermée purement et simplement. Et je crois qu'Israël et l'Espagne sont quasiment au bord de la rupture des relations diplomatiques. Il faut savoir que d'ailleurs, il y a une grande tradition pro-arabe en Espagne qui remonte à très loin, qui remonte à la fin de la Reconquista, lorsque Isabelle la catholique et Ferdinand d'Aragon, à la fin du XVe siècle, ont mis à bas le dernier royaume musulman installé sur la péninsule ibérique. Et ont trouvé beaucoup de musulmans au royaume de Grenade et de juifs et leur ont dit soit vous vous convertissez au christianisme, au catholicisme, soit vous partez. Ce qui a fait un exode de beaucoup de musulmans qui sont allés dans ce qui est aujourd'hui le Maroc et un exode de beaucoup de juifs qui sont allés dans ce qui est aujourd'hui le Maroc ou au-delà dans l'Empire ottoman pour aller s'installer notamment à Thessalonique ou à Izmir, à Smyrne, etc. dans l'Empire ottoman puisque l'Empire byzantin s'était effondré quelques décennies auparavant, 40 ans avant, 1453, alors que la chute du royaume de Grenade, c'est 1492. Depuis lors, il y a une grande tradition plutôt philo-arabe de l'Espagne et, disons, très critique des Juifs, à la limite de l'antisémitisme en Espagne, accru aussi par la Sainte Inquisition, etc. Et qui fait que d'ailleurs la reconnaissance de l'État israélien par l'Espagne a été assez tardive, en définitive. Alors évidemment, lorsque Pedro Sánchez a fait ça, on murmure, il se dit beaucoup, eh bien que l'Israël et les États-Unis ont voulu faire payer à l'Espagne leur audace. Alors de ce point, l'audace de Pedro Sánchez. Alors on le dit d'autant plus qu'il y a des vidéos qui circulent, et une vidéo qui date d'il y a un mois de Donald Trump en personne, qui a reproché à Pedro Sánchez, en plus de tout, d'avoir interdit le transit d'armes américaines par le territoire espagnol pour être livré en Israël, de ne pas jouer le jeu de l'OTAN. Et donc Trump a dit, il y a environ un mois, il a dit que Pedro Sánchez se comportait mal avec l'OTAN, qu'il n'était pas un bon collègue, il n'y avait pas de bonne coopération, et qu'ils apprendront. Il avait dit ils apprendront, et là d'un seul coup il s'est mis à parler de la façon dont l'Espagne avait été dépouillée de ses possessions à Puerto Rico vers 1896, aux îles Vierges, mais également aux Philippines, puisque les Philippines, c'est au bout du monde, hein, c'est au sud-est de la Chine. Les Philippines avaient été rattachées au royaume d'Espagne sous Philippe II, le fils de Charles Quint, au XVIe siècle. Et rappelez-vous qu'en 1898, les États-Unis avaient mis la main sur les Philippines au détriment de l'Espagne. Donc le fait que Trump, il y a un mois, ait évoqué les Philippines, Porto Rico et les îles Vierges, où les États-Unis ont pris des possessions qui appartenaient à l'Espagne, en disant, avec une menace qui était même pas voilée, en disant qu'il fallait qu'ils la prennent, c'est quand même embarrassant, d'autant plus qu'il y a eu un vote, je crois, au Sénat. Crise de Ceuta. François Asselineau revient sur les événements et livre une analyse particulièrement critique de la stratégie du Maroc. Pour lui, il ne faut pas regarder cette affaire uniquement sous l'angle de l'immigration clandestine. Derrière les images de milliers de personnes tentant de rejoindre Ceuta,
Se joue surtout un véritable bras de fer géopolitique entre Rabat et Madrid. Ceuta et Melilla sont depuis longtemps au cœur des tensions entre le Maroc et l'Espagne. Et lorsque les relations diplomatiques se dégradent, la question migratoire peut rapidement devenir un moyen de pression. C'est précisément ce qu'Asselineau met en avant. Selon son analyse, l'arrivée massive de migrants à Ceuta ne peut pas être comprise sans prendre en compte le contexte politique et diplomatique. Il revient notamment sur la position de l'Espagne, sur les intérêts du Maroc et sur le rôle de l'Union européenne dans cette crise. Des États-Unis, où il a été rappelé qu'il y avait des revendications marocaines sur les enclaves de Ceuta et de Melilla, qui sont les deux principales. C'est pas des enclaves en termes géographiques purs, ça s'appelle des exclaves. Les exclaves qui sont espagnols, sachant qu'il y a d'autres petites îles. Il y a les îles de la souveraineté, comme l'appellent les Espagnols, avec quelques dizaines de personnes qui posent des problèmes. Il y a l'îlot Persil qui se trouve dans le détroit de Gibraltar, qui a fait l'objet d'un conflit entre la Maroc et l'Espagne il y a quelques années, en 2020, 2022. Il faut savoir de quoi on parle. L'enclave l'exclave de Ceuta, c'est à peu près, je crois, 18 000 km². C'est la superficie du 16e arrondissement de Paris et du Bois de Boulogne. Et l'enclave de Melilla est plus petite. Et il y a à peu près 60 000 habitants à Ceuta et 80 000 habitants à Melilla. Voilà. Et donc, il y avait cette menace qui a été proférée avec les États-Unis qui ont repris un peu à leur compte l'idée que c'était des colonies espagnoles sur le sol africain. Ce qui est à la fois vrai et faux. Du point de vue géographique, c'est exact que Ceuta et Melilla sont les derniers territoires possédés par une puissance européenne sur le sol du continent africain, depuis le départ de la France de Djibouti en 1977 et auparavant du Portugal, de la Guinée-Bissau, de l'Angola et du Mozambique. Ce sont les toutes dernières terres possédées par une puissance européenne, ça c'est exact. Mais du point de vue historique et juridique, la question se pose, puisque ce sont des terres qui ont été conquises par l'Espagne depuis très très longtemps. Ça remonte au Moyen-Âge et ça remonte même avant Charles Quint. Donc ce sont des possessions qui sont Ceuta est espagnole depuis bien plus longtemps que la Savoie ou bien la ville de Lille ou la Côte d'Azur sont françaises, par exemple. Donc le débat est ouvert. Mais le fait que le président des États-Unis et les républicains aient évoqué ce sujet est un signal. Autre signal, il a été réexhumé sur Internet un tweet, une série de tweets plutôt embarrassantes de Yair Netanyahou, qui est le fils de Benjamin Netanyahou, qui a écrit des tweets en 2019 en disant que les Espagnols feraient bien d'y réfléchir à deux fois, puisque en réalité, s'ils soutiennent le peuple palestinien qui veut récupérer ses terres, eh bien à ce moment-là, il faut aussi soutenir les Marocains qui veulent récupérer les colonies de Ceuta et de Melilla. Alors évidemment, c'est ressorti sur le dessus de la pile. Alors, vous voyez, c'est le fils de Benjamin Netanyahou, donc tout ça a été ourdi par Netanyahou. De ce que du côté pro-israélien, on dit mais non, c'est du complotisme, c'est pas vrai du tout. Enfin, la série de tweets, elle existe bel et bien. Enfin, on peut imaginer quand même que dans tout ça, il y a eu des signaux qui ont été envoyés par les États-Unis et par Israël. D'autant plus d'ailleurs, ça a été également relevé par un certain nombre d'observateurs, que la Méditerranée est verrouillée par trois détroits. Il y a le détroit, alors il y a le canal de Suez, bien sûr, mais au-delà du canal de Suez, qui appartient à l'Égypte, il y a le détroit de Bab el-Mandeb. Ça veut dire la porte des pleurs, qui est le détroit qui est au débouché de la mer Rouge, entre la Corne de l'Afrique et le Yémen. Le deuxième détroit, c'est le détroit d'Ormuz, entre le sultanat d'Oman et l'Iran, au débouché du golfe arabo-persique ou du golfe persique. Et le troisième détroit, c'est le détroit de Gibraltar. Le détroit de Gibraltar, qui porte le nom d'ailleurs de Tariq, qui était le conquérant musulman, qui a conquis la péninsule ibérique au 8e siècle. Et le vrai nom de Gibraltar, c'est Djebel al-Tariq, c'est-à-dire le rocher de Tariq. C'est ce qui donnait le nom de Gibraltar. Vous savez que depuis le traité d'Utrecht de 1713 qui clôture la guerre de succession d'Espagne, le rocher de Gibraltar a été piqué par le Royaume-Uni à l'Espagne. Et donc le détroit de Gibraltar est contrôlé actuellement par le Royaume-Uni depuis Gibraltar, et puis le sud de l'Espagne, et par l'Espagne depuis Ceuta. Ce qui fait dire donc à certains qu'à partir du moment où le détroit d'Ormuz est actuellement bloqué par l'Iran,
et que, semble-t-il, l'Iran et le sultanat d'Oman sont parvenus à un accord. Mais vous avez bien vu que Donald Trump fait des guerres à répétition et tourne en rond comme une mouche dans un bocal parce qu'il se rend compte qu'il n'a pas les moyens réels de faire plier l'Iran pour assurer la libre circulation à la sortie du Golfe arabo-persique. Or, je rappelle que Israël Israël n'a pas de débouché sur le Golfe arabo-persique, j'allais dire une sottise, mais Israël, en revanche, a un débouché sur le golfe d'Aqaba qui donne sur la mer Rouge. En revanche, si Israël n'a pas de débouché sur le golfe persique, en revanche, tous les Émirats, les affidés des États-Unis, le Koweït, les Émirats arabes unis, le Bahreïn, le Qatar, qui, eux, ont un débouché par le détroit d'Ormuz. Deuxièmement, le détroit de Bab el-Mandeb, donc de la porte des pleurs, il risque en ce moment d'être verrouillé par les milices houthis du Yémen. Et là, ce sont les exportations égyptiennes ou les importations, mais aussi d'Israël par le golfe d'Aqaba, comme je le disais à l'instant. Et puis le reste, eh bien, c'est la Méditerranée avec le détroit de Gibraltar. Donc certains se disent les États-Unis et Israël ne peuvent pas laisser le détroit de Gibraltar dans les mains d'une puissance hostile comme est en train de devenir l'Espagne. C'est l'une des interprétations qui est donnée par un certain nombre de géopolitologues à toute cette affaire. Mais c'est pas tout. Parce que par ailleurs, Pedro Sánchez s'est rendu récemment en Algérie. L'ennemi est quasiment juré désormais du Maroc. Et au Maroc, on a craint que ça témoigne d'un rapprochement entre l'Espagne et l'Algérie, notamment pour leur animosité commune contre l'État d'Israël, et notamment une animosité commune contre le Maroc. Et donc, ça peut être aussi un message spécifiquement marocain envoyé à l'Espagne. Voilà, donc tout ça, ça fait beaucoup de monde pour critiquer tout ça. Alors une chose est certaine au jour où on en est. Ce qui est certain, c'est que l'opération a été soutenue, manipulée par le Maroc. Ça, c'est sûr. Il y a eu des preuves qui ont été apportées par la Garda civile. Deuxièmement, ce qui est bizarre, c'est comment ça s'est propagé. Est-ce que le Maroc a d'emblée ourdi cette affaire ou est-ce qu'il a laissé faire des rumeurs qui se sont propagées à la vitesse de l'éclair sur le thème que les gens qui passeraient à Ceuta bénéficieraient ensuite d'un passage sur le territoire espagnol, qui est quand même distant d'une trentaine de kilomètres de la côte espagnole, à travers le détroit de Gibraltar, ce qui n'est quand même pas rien. Vous ne pouvez pas faire ça à la nage, avec des courants, et puis c'est très long. Et donc, il y a des rumeurs qui auraient circulé comme quoi, si on passait à Ceuta, on allait pouvoir être accueillis à bras ouverts et ensuite être passé en Espagne et puis avoir un statut en Espagne. Qui a lancé ces rumeurs ? Certains disent que derrière, il y aurait la CIA, les services marocains, le Mossad. On ne prête peut-être qu'aux riches, je n'en sais rien. Mais en tout cas, il y a eu des rumeurs coordonnées et il y a eu une foule qui s'est précipitée avec la complicité des autorités marocaines. Là-dessus, ce qui s'est passé, c'est que Pedro Sánchez, ne faisant ni une ni deux, a pris un hélicoptère, parce qu'il n'y a pas d'aéroport à Ceuta, il y a simplement des bateaux qui peuvent quitter le territoire ou un hélicoptère, est allé voir là-dedans, et puis il a essayé de remettre tout le monde, d'appeler au calme général, et ceux qui avaient fait l'invasion ont commencé à refluer. Alors là aussi, on est dans des batailles de communiqués. Selon les Espagnols, il y aurait eu quelque chose comme 72 morts, notamment des gens qui ont essayé de passer par la nage. Selon les autorités marocaines, ils n'en ont reconnu qu'une dizaine de morts. Deuxièmement, il y a aussitôt des gens qui ont volé qui ont volé dans les plumes de l'Espagne en disant que c'était très mal et qu'il fallait sortir Ceuta de l'espace Schengen, sauf que le Ceuta fait partie de l'Union européenne mais ne fait pas partie de l'espace Schengen. Et puis de toute façon, c'est quand même difficile, puisque une fois qu'on est à Ceuta, on est coincé, parce qu'il n'y a pas d'aéroport et il y a les départs soit par hélicoptère, faut déjà pouvoir se payer l'hélicoptère, soit par les navires sont extrêmement surveillés par la Guardia Civile espagnole. Donc en fait, ils se sont retrouvés dans une impasse. Et donc il y a des gens qui sont repartis. Mais combien ? À en croire les autorités espagnoles, il y aurait 95 ou 98% des envahisseurs qui seraient repartis. Quand je lis le Daily Telegraph britannique, il dit que c'est pas vrai du tout, c'est absolument faux, qu'il resterait bien 20 ou 30% de ceux qui sont entrés qui seraient encore sur place. Donc la situation, elle est quand même très évolutive. Et je conclurai là-dessus sur quelques considérations. La première considération,
c'est que on a vu tout de suite, mais tout de suite, dans la minute, voler en éclats la prétendue coopération européenne. À peine cet événement s'était-il produit qu'on a vu Meloni, comme je le disais tout à l'heure, vouloir exclure l'Espagne des traités européens sur la question de Schengen, ce dont elle n'a pas le droit. C'est également ce qu'ont demandé la Finlande, le Danemark, dont ils n'ont pas non plus le droit. On a vu la France, par la voix de M. Nunez, annoncer qu'il allait renforcer les contrôles aux frontières avec l'Espagne. J'ai trouvé ça assez curieux, puisque justement, normalement, il ne doit même pas y avoir de contrôle du tout. L'article 67 du TFUE précise que l'Union européenne veille à l'absence de tout contrôle aux frontières. Donc lorsque Nunez dit renforcer les contrôles aux frontières, c'est qu'il ne sait même pas lire les traités européens. Et puis d'ailleurs, il va faire comment pour renforcer les contrôles aux frontières ? Il faut faire un barrage forcément sur les routes. Et d'ailleurs, je trouve assez curieux aussi cette affaire, parce que je me rappelle, j'ai quand même de la mémoire, c'est qu'en 2000, je ne sais plus, c'était en 2021 ou quelque chose comme ça, il y a le groupe Génération Identitaire, qui sont des identitaires, qui protestaient contre le fait qu'il y avait beaucoup de migrants qui arrivaient en France en passant par le Portillon, donc par la montagne pyrénéenne, et qui avaient décidé de se déployer une quarantaine d'activistes pour contrôler la frontière. C'est ce qui avait donné, ça avait fait un scandale à l'époque, et donc il avait été décidé moins de 2 mois après par le ministre de l'Intérieur de dissoudre Génération Identitaire au motif que c'était pour des actions de racisme et de désignation, etc. Alors moi je comprends pas. Je ne comprends pas. Je n'ai pas du tout d'affinité avec Génération Identitaire, mais enfin, ou bien c'est du racisme, ou bien ça n'en est pas. Qu'on ait reproché à Génération Identitaire de vouloir faire justice soi-même, ça je suis tout à fait d'accord. En République, dans un État de droit, on n'a pas le droit de se faire justice soi-même. Mais qu'on dise, qu'on essaye délibérément de confondre la lutte contre l'immigration clandestine avec du racisme et de la discrimination raciale, ça, c'est scandaleux. Il n'y a aucun pays au monde qui n'agit comme ça. Donc ça veut dire que c'était un mensonge. Et le gouvernement est rattrapé par son mensonge, parce que maintenant, les ex de Génération Identitaire ont été dissous. Aurait beau jeu de dire que le gouvernement est raciste et fait de la discrimination raciale. Tout ça est des traits malsains. On a surtout vu, en fait, le fait que l'Europe ne marche pas du tout. Et qu'elle a fait un grand pas en avant vers le tombeau. Puisqu'en fait, on se rend compte que pour gérer les frontières, contrairement à ce qu'a dit M. Attal, qui d'un seul coup, M. Attal en 2024 claironnait qu'il ne voyait pas la nécessité de faire une nouvelle loi sur l'immigration. Évidemment, comme il y a eu l'affaire de Ceuta, maintenant il se répand sur toutes les radios et télévisions en disant qu'il faut en urgence faire preuve de beaucoup plus de sévérité. Mais en réalité, la question qui se pose, c'est que seul un État peut gérer ses propres frontières. L'idée M. Attal dit, il n'y a que le niveau européen pour gérer. Mais non, c'est pas vrai. Parce que les 27 se sont réunis pour tirer d'affaire. Et finalement, il en est ressorti quoi ? Comme dans la fable de La Fontaine, la montagne accouche d'une souris, rien. Ils ont dit, c'était de la langue de bois de type soviétoïde, ils ont dit que finalement, les 27 avaient fait preuve d'une parfaite unanimité. On avait vu exactement le contraire 2 jours avant. Donc ils mentent. Ils ont dit que Schengen marchait parfaitement bien, ce qui n'est pas vrai. Ils ont dit qu'il n'y avait pas d'autre possibilité que de gérer ça dans le cadre européen. Et puis, au total, ils ont dit que finalement, le seul problème, c'est ce qu'a dit Nunez, ça avait été l'utilisation des images, l'utilisation polémique des images. C'est incroyable. Ça veut dire quoi, en fait ? Qu'est-ce que M. Nunez aurait voulu que les gens disent, les médias disent, en voyant les images qui provenaient de Ceuta ? Je l'ai posé la question dans un tweet. Il aurait fallu dire que c'était, je sais pas quoi, une rave party, et que c'était un match de foot avec des gens qui avaient un peu trop bu. Non, la réalité, c'est que c'était bien une invasion. Donc en fait, lorsque M. Nunez, au nom du gouvernement français, dit que le seul problème posé, ça a été la gestion des images, ça veut dire qu'en fait, il aurait voulu que ces images soient interdites d'antenne. Et l'on voit donc bien le processus, sur les questions migratoires comme sur toutes les autres, il y a un processus infernal, un engrenage infernal qui mène, dans tous les cas de figure, à supprimer les informations qui gênent, dans tous les domaines. Dans un tout autre domaine, on apprend aujourd'hui, hier, par exemple, que par le Canard enchaîné, que le ministère de la Santé a
complètement invisibilisé un rapport statistique qui montre que pour la 3e année consécutive, le nombre de mortalité infantile ne cesse que de grimper en France, ce qui est un indice suprême d'effondrement d'un pays. C'était ce qui avait permis à Emmanuel Todd de prédire la chute finale de l'URSS lorsqu'il avait découvert la même chose. Cette information a été interdite d'antenne. Il y a énormément de choses qui sont interdites d'antenne et de censure généralisée sur les réseaux sociaux. Donc ce qui est le vrai sujet de cette affaire, c'est que nous avons affaire à des idéologues. Leur affaire ne marche pas et maintenant la seule chose qu'ils trouvent à faire, c'est de verrouiller l'information, en attendant peut-être d'envoyer en prison ceux qui pensent mal ou de les expulser comme ça a été prévu pour Madame Fedorova, la journaliste russe qui avait l'inconvénient de dire des choses qui ne plaisaient pas au pouvoir. Une question de Stéphane. Que pensez-vous des 2 suicides et des 2 tentatives de suicide récentes à Matignon ? Je n'en pense pas du bien, évidemment. On ne sait pas. Ce qui est certain, c'est que ça n'est pas de très bon augure. Voilà. En règle générale, dans une collectivité de travail, lorsque il y a un bon état d'esprit, lorsque les gens ont le sentiment d'être considérés dans leur travail, lorsque les gens font un travail intéressant, lorsque les gens ont le sentiment d'œuvrer pour le bien, lorsque les gens ont le sentiment d'avoir un patron qui mérite leur estime, qui mérite d'avoir la position, en règle générale, ça se passe très bien. Dans quelque collectivité que ce soit, aussi bien un ministère, une collectivité locale, une association, un parti politique, une entreprise. En revanche, comme dit le proverbe chinois, le poisson pourrit par la tête. Lorsque vous avez des dirigeants qui sont nuls, qui ne sont pas à la hauteur, qui prennent des décisions ahurissantes, lorsque vous avez le sentiment de faire un métier qui vous dégoûte, qui vous déplaît, lorsque vous traînez les pieds pour arriver au bureau le matin, lorsque vous avez un problème existentiel, lorsque par ailleurs vous vous faites réprimander, etc., parce que vous avez des chefs qui refusent de prendre la moindre responsabilité et qui sont des serpillères avec leurs supérieurs et qui sont impitoyables avec leurs inférieurs hiérarchiques, lorsque vous êtes dans ce genre de collectivité extrêmement nocive, extrêmement perturbatrice, à ce moment-là, il y a un très mauvais état d'esprit qui se développe. On l'avait vu il y a quelques années, ça a été célèbre, par exemple chez France Télécom, où France Télécom, il y avait un management, un système de gestion, pour parler en français, extrêmement perturbant, des gens qui avaient fait toute leur carrière au poste et télécommunications, on leur demandait, je corse un peu le trait, mais de devenir d'un seul coup à 50 et quelques années, de devenir un golden boy. Enfin, je corse le trait, mais c'est un peu ça. On leur expliquait que tout ce qu'ils avaient toujours fait, c'était nul. Avec une gestion méprisante, cassante, etc. Il y avait eu une flambée de suicides à France Télécom qui avait d'ailleurs emmené les dirigeants de France Télécom devant la justice, devant les juges. Donc là c'est la même chose. Les langues se délient un petit peu. Il paraît que c'est épouvantable. Imaginez que quelqu'un... Parce que dans un hôtel comme l'hôtel de Matignon, le Premier ministre, il faut bien comprendre que vous avez le Premier ministre qui est entouré de ses conseillers, ce qu'on appelle le cabinet. Donc ceux-là, en règle générale, presque tout le temps, ils viennent avec le Premier ministre et ils repartent. Parfois, s'il n'y a pas un changement de majorité, le nouveau Premier ministre reprend certains collaborateurs de son prédécesseur, tout en venant avec les siens. A priori, les membres du cabinet ont leur destin qui colle à celui du Premier ministre. Donc a priori, ils se satisfont de cette situation. Mais à l'hôtel de Matignon, comme partout ailleurs, il y a aussi un personnel qui est un personnel pérenne, comme on pourrait dire, c'est-à-dire un personnel des fonctionnaires qui sont fonctionnaires à l'hôtel de Matignon, au service du Premier ministre, depuis des années. Ça peut être des secrétaires, ça peut être des personnes à l'accueil, des responsables du standard, ça peut être, je ne sais pas moi,
du personnel de sécurité, des huissiers, etc., etc. Donc ce petit personnel, comme on dit, s'il a le sentiment d'être extrêmement maltraité, et même parmi les collaborateurs du Premier ministre, ils ne sont pas tous très proches du Premier ministre, s'il y a des gens à qui on leur fait faire des décisions quand leur âme et conscience, ils considèrent comme nocives, comme contraires à l'intérêt général, c'est là que ça pose problème. Enfin, moi, je parle avec mon expérience. Pourquoi j'ai fini par créer un parti politique pour sortir de l'Union européenne ? Honnêtement. Parce que je ne supportais plus de devoir obéir à des ministres, à des gouvernements dont j'avais acquis l'intime conviction qu'ils faisaient le contraire des intérêts de la France. Alors au début, quand vous êtes dans ce genre de structure, vous vous dites, vous fermez un peu les yeux. Vous dites, bon, oui, je suis là, il faut bien que j'obéisse, ils doivent avoir des raisons qui m'échappent, voilà, etc. Mais lorsqu'il y a une accumulation de décisions qui vous paraissent scandaleuses, en fait, parfois peut-être même hors la loi, il y a peut-être des décisions illégales qui sont prises dans cette mafia qui a pris le pouvoir en France, quelqu'un qui a du scrupule, quelqu'un qui est honnête professionnellement, peut légitimement se poser des problèmes. Moi, je sais que parfois, j'ai été dans des situations où j'en étais malade. J'en étais malade intérieurement. Je me disais, mais c'est pas possible. Où est-ce qu'ils sont en train d'emmener mon pays ? Enfin, ça va pas. Alors, une fois, deux fois, trois fois, c'était Chevènement qui avait fini par démissionner. Vous vous rappelez peut-être lorsqu'il y avait eu la fameuse guerre au Koweït du temps de Mitterrand. Où Mitterrand avait pris le parti pro-américain contre l'Irak, alors que Chevènement, dans son fort intérieur, pensait que c'était une erreur. Chevènement avait fini par claquer la porte, par démissionner de son poste de ministre de la Défense, et avec cette formule, il avait dit un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne. Excusez le propos un peu châtié, disons, mais enfin c'était bien dit. Un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne. Mais pour des gens qui sont en cabinet ministériel, si vous avez quelqu'un encore un peu jeune, ou pour des gens dont toute la vie c'est ça, ils peuvent se poser légitimement la question de savoir s'ils démissionnent, qu'est-ce qu'ils vont devenir. C'est moins facile à recaser qu'un ancien ministre qui a un poste de député. Donc il y a des gens qui font contre mauvaise fortune bon cœur. Et puis quand vous faites quelque chose qu'au fond de vous-même vous désapprouvez fondamentalement, eh bien, ça ne peut pas ne pas avoir des contre-coups sur votre santé morale, sur votre santé mentale, et même sur votre santé physique. On sait maintenant, tous les médecins savent qu'il y a une somatisation, comme on dit, c'est-à-dire qu'il y a un impact sur le corps lorsque vous faites quelque chose que vous réprouvez dans votre fort intérieur. Vous êtes dans une situation de clivage personnel. Voilà, donc il est possible que des gens aient fini par ne plus supporter cette pression et se suicider. En tout cas, 4 tentatives de suicide, 2 ratées, 2 réussies en quelques mois, c'est du jamais vu. D'autant plus jamais vu d'ailleurs que ça s'accompagne de toute une épidémie de suicides qui sont suspects, mal expliqués, contestés. Je pense notamment au suicide d'Éric Denessé, que je connaissais, que j'avais jamais pensé être suicidaire. Je pense au suicide d'Olivier Marleix, que je ne connaissais pas, mais dont on dit qu'il n'était pas suicidaire. Je pense au suicide en série qui affecte l'affaire Epstein. Donc tout ça, ça fait quand même beaucoup de morts, en fait, tout ça donne une impression crépusculaire. Alors j'ai renversé dans le complotisme, il y a quand même pour le moins un malaise. Et ce malaise est encore renforcé par le fait que, vous vous rappelez que le corps nu, mettant peut-être en œuvre une proposition que j'avais faite depuis des années. Ça fait plusieurs années que j'avais demandé que l'on fasse des contrôles inopinés de Macron et des ministres quant à la consommation de stupéfiants. J'avais pris l'exemple notamment de cette affreuse affaire, de cette horrible affaire de l'avion de la Germanwings qui ralliait Barcelone à Düsseldorf, je crois en Allemagne, un charter de la compagnie allemande Germanwings, et qui, vous savez, s'était crashé dans les Basses-Alpes parce qu'il y avait l'un des 2 pilotes qui avait profité du fait que le commandant de bord était allé aux toilettes, avait quitté la cabine pour fermer la cabine et précipiter l'avion avec quelque chose comme un nombre important, il y avait 160 victimes pour le crasher. Parce que, en fait,
Vous êtes un malade mental. Voilà. Et donc, il y a depuis lors des contrôles inopinés dans les compagnies aériennes de tous les pilotes et copilotes pour voir s'ils ont un taux d'alcoolémie ou bien s'ils ont des traces de stupéfiants. Donc j'avais dit que la moindre des choses, c'était qu'on fasse la même chose pour le président de la République française, qui est à la tête d'un avion qui n'a pas 160 personnes, mais qui a 68 millions de personnes à bord de l'avion France, qui est un gros porteur, et que accessoirement il détient les codes nucléaires pour envoyer des bombes nucléaires. Donc la moindre des choses, c'est que l'on soit absolument sûr et certain qu'il a bien tous ses esprits, lui et aussi tous les ministres. Bon, c'était quelque chose de bon sens. Alors ça, évidemment, il y a des gens qui avaient ricané, puis après ça a fait son petit bonhomme de chemin, puis après je crois qu'il y avait eu un député de LFI, quelques années après, qui avait proposé la même chose. Madame Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, avait ricané en disant que c'était hallucinant, etc. Et puis finalement, c'est Le Cornu qui, vous l'avez vu, a décidé de pratiquer des contrôles inopinés de consommation de stupéfiants parmi, on ne sait pas très bien, les ministres, semble-t-il, en tout cas les membres de cabinet ministériels et peut-être les directeurs d'administration centrale. Le Cornu n'a pas parlé de faire un contrôle inopiné du président de la République, soit dit en passant. Alors c'est quand même celui qu'on devrait suivre en premier. Et vous savez ce qui s'est passé ? Il s'est passé que quelques jours ou 3 semaines après, on a appris de l'hôtel de Matignon que les résultats ne seraient pas publiés. Ce qui signifie que Le Cornu a découvert avec effarement qu'il doit y avoir un pourcentage important de membres de cabinets ministériels, peut-être de ministres, peut-être de directeurs d'administration centrale, qui se font des lignes de cocaïne. Enfin, on en est là en France. On en est là. Voilà. Donc en fait, eh bien, on peut résumer les 10 ans de Macron à l'Élysée. Il va laisser un pays en ruine. Il va laisser un pays complètement défoncé dans tous les sens du terme, avec la défonce par la drogue, défoncé moralement et physiquement. Il va laisser un pays qui a perdu toutes ses valeurs, tous ses repères, qui a détruit une partie importante de son industrie, qui a fait exploser la dette publique, et qui est un pays qui est en train, par ailleurs, de détruire ce qui nous reste de liberté publique. Le bilan est absolument accablant. Absolument accablant. Et le problème qu'il y a pour 2027, c'est que tout ceci se fait avec le soutien et la complicité du Rassemblement national et de LFI, parce que ça fait belle lurette que l'opposition aurait dû exiger ce que j'avais demandé, c'est-à-dire de contrôler l'état de Macron, parce que lorsque Macron l'avait vu avec un air halluciné dire à la télévision c'est la bête arrive, la bête de l'apocalypse arrive, on peut se dire que quand même il y a quelque chose qui tourne pas tout à fait rond dans la tête du président de la République qui est le détenteur du code nucléaire. Voilà. Mais tout ça, rappelez-vous que le Rassemblement national a systématiquement saboté toutes les remises en cause et toutes les investigations sur Macron. Pire encore que LFI a refusé le lancement de la procédure de destitution. Voilà. Et aujourd'hui, on apprend d'ailleurs que sur ces problèmes, par exemple, de contrôle inopiné, jamais vous n'avez vu ni LFI. D'ailleurs, eux-mêmes auraient à balayer devant leur porte, puisqu'ils ont quand même plusieurs de leurs députés qui sont les premiers concernés, ni le RN n'ont jamais déposé quelque proposition de loi que ce soit. Voilà ce que j'ai à dire. Ça veut dire que pour 2027, il faut que les Français, surtout, ne se trompent pas. Encore un autre pays malheureusement défoncé. Une question de Fabrice. Comment évolue le conflit en Ukraine ? Alors, je vais être assez rapide parce que c'est un rebondissement éternel. Mais il se passe quand même des choses qui ne sont pas tellement mises en avant sur la scène publique. C'est que depuis quelques jours, les observateurs les plus avérés, les plus aiguisés de ce qui s'y passe ont remarqué que la Russie envoie des chasseurs très 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 près des lignes de front. Je crois que l'un des est arrivé à 7 km de la ligne de front. Alors que d'habitude, il reste à plus de 40 ou 50 km de la ligne de front. Ce qui a donné à penser à un certain nombre d'observateurs qu'à l'évidence, les Russes ont des informations comme quoi l'Ukraine n'a plus de missiles antimissiles. N'a plus de moyens. Ils sont arrivés à bout. Et ce qui tend à confirmer ça, c'est ce qui s'est passé hier, puisque hier, il y a eu un déluge de drones russes qui ont frappé plusieurs villes d'Ukraine, en faisant des morts, je crois à Kiev et d'autres, et
qu'il n'y a eu aucune réponse ukrainienne. Ils n'ont plus les moyens de répondre. Et ce qui confirme également ce deuxième point, c'est les appels au secours que vient de lancer Zelensky, qui a dit qu'il faut absolument accélérer l'envoi de missiles antimissiles, parce que sinon... Enfin, il n'a pas dit parce que sinon, mais parce qu'ils sont débordés, en fait. Ce qui confirme également ce point, une quatrième information, c'est que Mme von der Leyen, il y a quelques heures, a dit qu'elle allait mobiliser, elle avait pris sur elle d'envoyer 1,4 milliard d'euros à Zelensky, tout ça comme une grande, hein. Et cet argent ayant été piqué sur de l'argent gelé de la Russie, ce qui est incroyable. Il n'y a rien de pire que de faire ça. Parce que tous ceux qui appellent, toutes les têtes en l'air, les crétins solennels qui vous disent il faut prendre l'argent de la Russie, ils oublient un petit détail, c'est que si la Russie, les avoirs de la Russie qui ont été entreposés en Union européenne, essentiellement à Euronext, essentiellement en Belgique, ils bénéficient, c'est la propriété de l'État russe. Si on viole la propriété de l'État russe, purement et simplement, alors certains vont dire bravo, c'est bien fait. Oui, sauf qu'il y a il y aura des conséquences, hein. Comme on dit dans ce livre de l'Ancien Testament qui s'appelle l'Ecclésiaste, il y aura des conséquences. Les conséquences, c'est que tous les États du monde, à commencer par les États notamment au Moyen-Orient, qui déposent des sommes colossales en Union européenne, vont retirer leur bille, évidemment. Évidemment, ils vont pas laisser des milliards là en se disant si demain je déplais à la Commission européenne, on va me piquer mes milliards. Donc ça veut dire qu'il va y avoir des flux qui vont, l'Arabie Saoudite, le Qatar, etc., vont retirer leur argent pour les placer à Genève ou à Zurich ou aux États-Unis. Ou je ne sais pas, ou à Hong Kong, ou à Tokyo, j'en sais rien, mais enfin plus en Europe. Voilà. Donc c'est dingue, c'est vraiment, ça s'appelle se tirer une balle dans le pied. Mais enfin, revenons à l'essentiel. L'essentiel, c'est donc qu'il semble que l'Ukraine, là, soit au bord de l'effondrement. Alors ça fait 4 ans qu'on le dit, donc peut-être que ça va encore tenir, je ne sais pas. Peut-être qu'au dernier moment, il va y avoir, je ne sais pas, une bonne fée qui va encore envoyer des missiles, mais bon. Et ceci s'inscrit d'ailleurs dans une atmosphère absolument crépusculaire à Kiev, un peu comme à Paris, mais en plus grave, un peu crépusculaire, puisqu'on apprend coup sur coup qu'il y a des gens qui sont limogés. Il y avait l'ambassadrice d'Ukraine aux États-Unis, c'est une femme qui a été virée comme ça du jour au lendemain. Elle avait des plus. Il y avait une femme qui travaillait qui a été la porte-parole de Zelensky, qui maintenant s'est réfugiée en Occident, qui est passée à table. Excusez-moi, en expliquant à quel point Zelensky, c'était la corruption à un degré phénoménal. Enfin, on a l'impression qu'il y a une déliquescence générale qui est en train de frapper ceux qui restent de l'État ukrainien. Voilà. Donc l'affaire est à suivre parce que il est possible que ce soit comme d'habitude une fausse alerte et que finalement les Ukrainiens reçoivent de nouveau du matériel, mais il est possible que ce soit vraiment les débuts de l'effondrement du front vis-à-vis de la Russie, donc c'est à suivre de très près. Une question de Nathan à présent. Le gouvernement israélien vient de rejeter à nouveau un projet de paix, pourtant favorable à Israël, qui continue son épuration ethnique en Cisjordanie et compte poursuivre de manière durable son occupation du Sud-Liban. Il est très difficile de dénoncer les ingérences de ce pays et de réclamer l'application du droit international sans être suspecté d'antisémitisme. Comment expliquer cette impunité et ce climat d'autocensure ? Cet internaute vient de le dire. Alors moi, je vais répondre à cette question. Ce n'est pas une des questions les plus faciles, hein. Bon, j'en ai bien conscience. Mais ce que j'aimerais, c'est que les gens qui m'écoutent se disent que ce genre de questions devrait être posées à tout le monde. À tous les candidats à la présidentielle, et pas seulement à Asselineau. Parce qu'on sait qu'Asselineau, il va répondre avec son cerveau et avec son cœur, il va répondre ce qu'il pense. Mais les autres, il faudrait leur poser la question aux autres. Voilà. Savoir un peu ce qu'ils en pensent. Bon.
J'ai déjà eu l'occasion, je renvoie à une longue vidéo que j'avais faite quelque temps après le 7 octobre, le fameux 7 octobre 2023, avec l'épouvantable agression palestinienne contre Israël. J'avais eu l'occasion de faire le 12, je crois, octobre. J'avais pris, là, comme d'habitude, un petit peu le temps de la réflexion. J'avais eu l'occasion de faire une longue vidéo où j'avais expliqué ce qui était mon analyse de cette affaire. Voilà. Je crois qu'il y a d'abord quelque chose qui est important à faire, c'est à bien faire la différence entre, d'une part, les dirigeants d'Israël et, d'autre part, l'ensemble de la population d'Israël et, enfin, l'ensemble des Juifs de la diaspora du monde. Ce sont des entités différentes. Et c'est là l'un des problèmes essentiels de cette affaire, parce que il y a énormément de Juifs dans le monde qui condamnent et qui ne sont pas d'accord avec ce que dit Netanyahou. Il y en a beaucoup qui le soutiennent aussi, hein, non exagérant, je ne dis pas le contraire. Mais il y en a aussi beaucoup qui le condamnent, y compris par exemple aux États-Unis. Il y a tout un courant de Juifs antisionistes aux États-Unis qui ont d'ailleurs voté en rang serré pour Mamdani, le maire musulman de New York. Il y a aussi parmi des intellectuels juifs de grand renom. J'ai déjà plusieurs fois cité le cas de Eli Barnavi, que je connaissais un petit peu, qui a été ambassadeur d'Israël à Paris au début des années 2000, qui est un juif d'origine roumaine, qui parle un français admirable, et qui, à plusieurs reprises, s'est complètement désolidarisé de la politique du gouvernement Netanyahou, qui est une politique d'extrême droite. Voilà. Donc, il ne fait pas de doute que la communauté internationale doit faire respecter le droit international. Or, l'État d'Israël se passe depuis des années et des années de respecter les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, notamment la fameuse résolution 242 du Conseil de sécurité de 1967, la 335 ou 338 de 1973. Mais il y a quand même eu des gouvernements dans l'histoire d'Israël qui ont essayé d'arriver à des accords. Un accord qu'il y avait eu à la Maison-Blanche avec comment s'appelait-il le président avec Yasser Arafat et je me rappelle plus et Clinton, voilà, sous l'autorité de Clinton, avec Yasser Arafat et Shimon Peres, avait ouvert beaucoup d'espoir à l'époque. Bon, et puis c'est retombé avec la mainmise de l'extrême droite. Netanyahou, ça fait quand même, au cours des 30 dernières années, il a dû être ministre pendant 17 ou 18 ans. Alors, il y a d'ailleurs des élections générales qui arrivent dans quelques mois, à la fin à la fin de l'année en Israël, et où on dit qu'il devrait être battu et remplacé par quelqu'un d'autre. Bon, voilà. Alors, donc, une fois que ceci est fait, une fois qu'on a bien distingué le fait qu'il ne faut pas essentialiser les juifs, de même qu'il ne faut pas essentialiser les musulmans, ne pas essentialiser les chrétiens, ne pas essentialiser qui que ce soit, en fait. C'est toujours la difficulté quand on parle des êtres humains de passer du général au particulier, ou du particulier au général. Voilà. Mais ce qui est un fait, c'est que il me semble que les pays occidentaux devraient être plus fermes vis-à-vis d'Israël, pour une raison que j'ai déjà d'ailleurs plusieurs fois évoquée et que je réévoque ici. C'est que, vous savez ce que disait De Gaulle en parlant des États-Unis. De Gaulle avait dit « Les Américains devraient comprendre que leur meilleur allié, c'est celui qui sait leur dire non ». Et de fait, d'ailleurs, la France, lorsque la situation de sécurité des États-Unis avait été mise en cause, comme par exemple au moment de l'affaire des missiles de Cuba, sous Khrouchtchev, où l'Union soviétique avait commencé à installer des missiles sur le territoire de Cuba qui pouvaient viser et frapper la Floride, Kennedy avait menacé d'une guerre nucléaire, et De Gaulle, qui pourtant était profondément hostile à l'hégémonie américaine, n'avait pas hésité à soutenir les États-Unis contre la politique de Khrouchtchev en l'espèce. Eh bien, de la même façon, il faudrait quand même que les Israéliens, et de façon plus générale le peuple juif, il y en a beaucoup qui le comprennent que ça n'est pas un service qui est rendu à l'État d'Israël, et encore moins à la diaspora, que la politique que fait actuellement le gouvernement de Netanyahou. Parce que, on voit sur les réseaux sociaux
des scènes épouvantables. Alors je sais bien, bien sûr, je connais le discours. Il y a des attentats qui ont été commis par les Palestiniens, c'est vrai. Mais enfin, on ne peut pas non plus considérer qu'un peuple, depuis 1948, auquel on dénie son territoire, auquel on nie ce qu'a décidé l'Organisation des Nations Unies, c'est-à-dire qu'il y ait un État qui se soit situé en Cisjordanie et à Gaza, on ne peut pas considérer que c'est une situation stable que de refuser à ce peuple son existence, puisque c'est l'existence même. On voit même des vidéos épouvantables qui circulent sur Internet avec certains colons israéliens qui ne représentent pas heureusement toute la population israélienne, mais avec des colons israéliens juifs en Cisjordanie qui expliquent. J'ai vu un truc qui circulait en disant que une vie d'un juif vaut la vie de plusieurs millions de Palestiniens. Enfin, c'est pas possible. C'est pas possible parce que tout ça circule dans le monde entier. Et il y a un phénomène auquel donc la communauté juive devrait faire attention, c'est qu'elle est en train de perdre beaucoup de sympathie dans le monde entier et même en Occident. Et ça, c'est un phénomène tout à fait nouveau. Parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que dans la création de l'État d'Israël, il y avait une très grande sympathie de beaucoup de pays, notamment de pays en Europe. Et aux États-Unis, bien entendu, suite aux martyrs juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, une espèce de culpabilité qui s'était appesantie sur le continent européen. Donc il y avait beaucoup de sympathie. Et dans les débuts de l'État d'Israël, bon, même si je sais qu'il y a eu des actes terroristes, l'attentat de Robert David, à chaque fois que je parle de ces histoires, je sais que je vais me faire critiquer par un bord ou par l'autre. J'essaie de tirer des leçons un petit peu avec de la hauteur de vue. Il y avait quand même une certaine sympathie avec il y avait la saga, l'épisode des kibbutz, des kibbutzim. On avait l'impression quand même d'une terre nouvelle. Et on pouvait espérer qu'il y ait une entente entre juifs et palestiniens. Et comme je l'ai dit, c'est arrivé jusqu'à ces accords de Camp David, je crois, avec sous l'autorité de Clinton, et puis avec Arafat et Peres. Mais Arafat et Peres ont disparu l'un et l'autre. L'un carrément assassiné, Shimon Peres, par des extrémistes juifs israéliens d'extrême droite, et l'autre, Yasser Arafat, probablement également assassiné par un empoisonnement, très probablement. Parce que de part et d'autre, vous avez évidemment des jusqu'au-boutistes qui refusent l'existence de l'autre. Voilà. Donc, moi, ce que je vois avec quand même beaucoup d'inquiétude, je ne le cache pas, c'est que le pays au monde qui soutenait le plus Israël, qui sont les États-Unis d'Amérique, l'audience d'Israël aux États-Unis d'Amérique est en train de s'effondrer complètement. Je crois que c'est dans Le Monde de cet après-midi, il me semble avoir vu, il y a un reportage sur le fait qu'ils sont en train de préparer les élections de mid-term. Et lors des élections de mid-term, dans le camp démocrate, désormais, devant les électeurs, c'est la chasse aux candidats soutenus par l'AIPAC. L'AIPAC, c'est American Israel, je sais pas quoi. Enfin, c'est la grande association financée qui possède des fonds considérables. L'AIPAC, qui est l'association qui soutient les relations américano-israéliennes. Et dont on dit qu'elle était extrêmement... Elle faisait de la pluie et le beau temps au Capitole, comme on dit, sur la colline du Capitole, là où se trouve à Washington à la fois la Chambre des représentants et le Sénat. Or, la nouveauté, c'est que désormais, dans le camp démocrate, qui a toujours été un des camps le plus à soutenir Israël, quoique c'est vrai aussi de l'autre camp, eh bien, dans le camp démocrate, maintenant, le fait d'être proche de l'AIPAC devient un boulet. Alors ça, c'est un renversement inimaginable. Ça devient un renversement inimaginable. J'ai vu aussi que Tucker Carlson, Candace Owens, etc., qui sont des influenceurs qui ont quand même de l'audience, ça se chiffre en millions et millions et millions de citoyens américains, viennent de décider de créer un parti politique contre Trump, en disant que Trump avait trompé tout le monde, qu'il avait trahi, parce que les gens qui avaient soutenu Trump avaient soutenu quelqu'un qui avait promis, juré d'arrêter toutes les guerres à l'étranger, ce qu'il a d'ailleurs commencé par faire au début, et puis que maintenant, il était complètement dans la main, et n'hésite pas à le dire, d'Israël. Tout ça, ce sont des événements dans la première puissance mondiale qui sont importants. Donc, je crois qu'il faudrait raison garder
Et il serait grand temps, à mon avis, que les équipes il y a des propos qui ont été tenus par notamment les deux ministres d'extrême droite israéliens qui sont absolument inacceptables, ou la loi qui prévoit la peine de mort pour les Palestiniens qui tuent un juif en Israël, mais qui ne prévoit pas la peine de mort pour un juif qui tue un Palestinien. Mais c'est inouï. Ce sont des lois ethniques, en fait. Il faut remonter, je ne sais même pas s'il y a à l'Afrique du Sud de l'apartheid. Bon, avec M. Itamar Ben-Gvir, qui est le ministre de la Sécurité, est à l'origine de cette loi, qui a pris comme logo comment dirais-je, une corde de pendu. C'est incroyable. Enfin, où est passé l'Israël des années 60, 70 ? Où sont passés les grands intellectuels juifs? Où sont passés des gens comme... Que devient Elie Barnavi? Que devient une grande intellectuelle comme celle qui avait fait ce livre assez extraordinaire sur le procès d'Eichmann à Jérusalem, Hannah Arendt, une juive américaine. Enfin, il y a une conscience. Il y a bien un peuple qui a fait preuve au cours des siècles d'une conscience aiguë, c'est quand même le peuple juif. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Il faut vraiment se ressaisir. Et j'ai l'espère que les Israéliens chassent l'équipe au pouvoir et fassent venir au pouvoir des gens qui cherchent la paix. Ce qui se passe au Liban actuellement est absolument scandaleux. C'est de la destruction. Là, il y a 25 villages du Sud-Liban qui ont été rasés par la puissance occupante et qui l'affirment. Il y a des morts qui se comptent par milliers. Enfin, Et le plus scandaleux de tout ça, sur la scène politique française, c'est que, à part LFI et une petite partie de l'extrême gauche, le reste, les autres partis politiques sont complètement tétanisés quand ils ne soutiennent pas mordicus la politique du gouvernement d'extrême droite israélien. Alors, par ailleurs, LFI verse dans l'antisémitisme, parce que LFI courtise un électorat dont il pense qu'il va voter pour lui. Et donc, il y a des propos qui sont tenus à LFI qui sont tout aussi scandaleux. C'est-à-dire que essayer de prévaloir une politique d'honnêteté intellectuelle, de paix, comme devrait s'y atteler la France, ça devient extrêmement difficile dans le contexte français actuel. Je ne parle même pas de la façon dont la France laisse tomber les chrétiens du Liban, par exemple, dans cette circonstance. C'est honteux, parce que c'est une politique de la France qui remontait à rien moins que 500 ans, 5 siècles. Il faut remonter à l'accord de 1526 entre François Ier et Sulayman, celui qu'on appelle Soliman le Magnifique, le sultan d'Istanbul. La France avait fait alliance avec la Sublime Porte et en échange de quoi, pour lutter contre Charles Quint, en échange de quoi la France avait été responsable des chrétiens du Levant, ce qu'on appelait les échelles du Levant. Voilà. Où est le soutien que la France doit apporter au peuple chrétien de cette région? Voilà où l'on en est. Il y a aussi une nouveauté, c'est l'affaire de l'Iran et l'affaire de la Russie et de la Chine. Parce que le monde a changé et que l'Iran produit... Vous savez que l'Iran produit beaucoup plus d'ingénieurs que la France. D'abord, c'est un pays qui a maintenant plus de 80 millions d'habitants, avec un très fort accent sur les études universitaires, avec d'ailleurs... Contrairement à une légende, énormément de jeunes femmes iraniennes qui vont à l'université, qui deviennent ingénieurs, qui ont des activités scientifiques. L'Iran produit beaucoup d'ingénieurs. La guerre, le fait que les États-Unis et Israël ont décapité les 40 principaux chefs de l'Iran, ça a eu pour effet de mettre de côté un peu ce qu'on appelait le régime des mollahs. Et ça a été la montée en puissance. Maintenant, l'Iran est essentiellement dirigé par les gardiens de la révolution, c'est-à-dire par des militaires. On s'aperçoit que l'Iran a des réserves militaires et une stratégie vraiment extrêmement sophistiquée. L'Iran est en train à montrer devant la planète entière qu'elle a fait plier l'Amérique et qu'elle a réussi aussi à bombarder l'État d'Israël, mais violemment. Et aussi bombarder les alliés des États-Unis. C'est tout à fait un bouleversement stratégique de très très grande magnitude. Et derrière l'Iran, il y a la Russie et il y a la Chine.
La Chine qui a fait savoir par les voies diplomatiques à Israël qu'il était absolument hors de question d'utiliser le moindre armement d'armes nucléaires tactiques contre l'Iran, sinon la Chine interviendrait militairement avec des armes nucléaires. On en est là, hein. On en est là. Parce que bien entendu que la Russie et la Chine, à aucun moment, ne voudront laisser tomber le domino iranien. D'abord parce que ça fournit énormément d'hydrocarbures à la Chine, et d'autre part parce que c'est une puissance régionale considérable, bientôt 100 millions d'habitants, et qui est... ils sont en train de faire bloc. Voilà. Donc tout ça est très inquiétant. Il faudrait vraiment que les Israéliens, à mon avis, changent de gouvernement et un gouvernement qui soit réaliste et qui abandonne les projets en fait délirants de Grand Eretz Israël, c'est-à-dire de revendiquer l'État d'Israël comme défini par Dieu il y a plusieurs milliers d'années. Ce n'est pas un acte notarié. Les gens qui rêvent de ça rêvent de conquérir la Syrie, la Jordanie, une partie de l'Irak, une partie du nord de l'Arabie Saoudite, une partie de la Turquie. Bon, enfin, c'est l'explosion générale est au bout du chemin. Voilà. Deux petites rectifications. Camp David, c'est en 1978 avec Sadat, Begin et Carter. Et les accords d'Oslo en 1993, c'est Pérez, Arafat, Clinton, et c'est Yitzhak Rabin qui a été assassiné en 1993. Oui, excusez-moi, je me suis un peu mélangé. Je suis un petit peu fatigué. Yitzhak Rabin qui a été... Et c'était les accords d'Oslo. Voilà. Les accords d'Oslo en 1993. Exactement. Voilà. Merci. Voilà, vous voyez que j'ai du règne et des contrôles en permanence parce que je fais ça. D'ailleurs, les gens qui sont en train d'assister à l'entretien, je n'ai absolument ni notes, ni comment on appelle ça, ni anti-sèche, mais nous sommes là pour ni téléprompteur. La seule anti-sèche que j'avais, c'était tout à l'heure, là, pour les noms, que j'en oublie aucun pour l'université. Donc il peut m'arriver, enfin, effectivement, de confondre certains noms. Je vous prie de m'en excuser, mais ça a été rétabli. Merci beaucoup, Louise. Nous sommes là pour ça. Merci également, Marc. Nous sommes les anti-sèches, voilà. Allez, une question de Jacques maintenant. C'est Sarah Knafo qui propose de supprimer les droits de succession. Qu'en pensez-vous ? Nous, on a une politique que j'avais présentée dans mon programme s'agissant des droits de succession. Il faut savoir deux, trois choses sur les droits de succession. D'abord, ça rapporte beaucoup d'argent à l'État. De mémoire, hein, là aussi, je vais peut-être être... Mais de mémoire, c'est quelque chose comme 18 milliards d'euros. 18 000 millions d'euros. Quand vous voyez qu'on n'arrive même pas à dépenser 40 millions d'euros pour acheter un Canadair, là, c'est 18 000 millions que rapportent chaque année les droits de succession. Donc, Madame Knafo, comme à l'accoutumée, elle est entourée d'un nimbe de louanges, qu'elle dit des choses extraordinaires. Non, comme d'habitude, ce qu'elle dit, c'est extrêmement critiquable. Ce sont des chiffres qu'elle balance qui sont souvent totalement faux ou extrêmement contestables. Moi, j'aimerais savoir si Madame Knafo se prive de 18 milliards d'euros, comment elle va faire vis-à-vis de la dette publique, hein, puisque par ailleurs, elle veut lutter, elle a raison, comme beaucoup de gens, elle veut lutter, comme moi, contre la dette publique. Donc c'est pas le moment de supprimer une recette de 18 milliards d'euros. Donc ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est que l'impôt sur les successions a aussi une vertu de justice sociale. En tout cas, c'était conçu comme ça à l'époque, à l'origine. C'est-à-dire pour que petit à petit, les personnes les plus riches soient amenées à contribuer un peu plus à la collectivité nationale. Parce que si vous avez la chance de naître avec une cuillère en diamant dans la bouche, bah, vous pouvez ne rien faire de toute votre vie. Voilà. Il y a des gens, parce qu'ils sont nés, ben c'est un peu le cas, je n'ai rien contre elle, mais Madame Meyer-Bettencourt, qui est la fille de Madame Bettencourt, qui doit être la petite-fille ou l'arrière-petite-fille, je ne sais plus, du fondateur de L'Oréal, c'est la femme la plus riche du monde. Elle ne s'est donné le mal que de naître. Voilà. Et parce que son ancêtre a fait des cosmétiques. Bon, c'est bien, je suis d'accord, on ne va pas la dépouiller. Mais c'est vrai que c'est quand même on a l'impression que quand on a des dizaines de milliards d'euros, on peut contribuer un petit peu au fonctionnement. C'est en tout cas la philosophie de l'impôt sur les successions. Mais, il y a un mais, c'est que cet impôt sur les successions a eu tendance à devenir spoliateur, à avoir des taux de plus en plus importants, et spoliateur de gens qui sont loin d'être des multimilliardaires.
Mais ce sont des gens qui sont des Français moyens, en définitive, qui ont... leurs parents ont fait toute une vie de labeur, ont acheté une maison, ils ont quelques biens, etc. Et le plafond actuellement au-dessous duquel on est exempté de payer l'impôt sur le revenu doit être de l'ordre de, vous allez me retrouver ça rapidement, de 100 et quelques mille euros, peut-être 130 000, 150 000 euros, ce qui est assez vite atteint. Si vous êtes le seul héritier, si vos parents ont une maison, c'est très vite atteint. Si vous êtes deux, trois héritiers, et s'ils ont une maison un petit peu cossue qui vaut 400, 500 000 euros, vous êtes au-dessus du plafond. Et donc c'est là qu'intervient ce que j'avais pensé, ce qu'on avait proposé dans notre programme de 2022, c'est que je pense, et puis alors je ne parle même pas, là je parle des héritages en ligne directe, mais il y a les héritages alors là entre frères et sœurs, ou entre oncles et neveux, ou tantes et nièces, etc. Alors là, c'est des taux qui sont vraiment spoliateurs. Donc moi, je pense qu'il faut essayer de garder l'objectif de justice sociale, de ne pas tuer cette ressource très importante pour l'État, mais néanmoins d'alléger l'impôt sur le revenu pour une grande partie des Français de la classe moyenne, parce que c'est toujours sur la classe moyenne que l'on tape. Voilà. Donc pour une fois, d'essayer d'alléger ça. Ça signifie donc que j'avais proposé, c'était en 2022 de mémoire, que l'on portait l'exemption à 300 000 euros par part, contre 120 ou 130 000 aujourd'hui, ce qui était déjà quand même plus généreux, et qu'on abaisse les taux d'imposition de 5% pour chaque tranche d'imposition. Je ne sais pas si vous me le confirmerez, parce que je dis ça de mémoire. C'était pas une révolution, mais c'était quand même un signal important. Ça permettait notamment à des millions d'héritiers de ne plus payer d'impôt sur le revenu. Voilà. En revanche, de renforcer la contribution pour les plus grosses fortunes. Parce qu'il faut bien faire la différence entre un couple, une personne qui décède, qui a une fortune de 500 000 euros, ce qui est déjà pas mal. Pas loin, il y a beaucoup de Français qui n'arrivent pas à cette somme. C'est pas pareil que si c'est quelqu'un qui décède avec une fortune de 5 millions d'euros, il y en a encore moins. Mais c'est pas la même chose que si quelqu'un décède avec une fortune de 300 millions d'euros. Là, il n'y a plus que 300 personnes au-dessus. Et c'est pas la même chose que quelqu'un qui décède avec une fortune de 30 milliards d'euros. Là, il n'y a plus que 10 personnes. Vous comprenez ? Donc, on peut estimer que quelqu'un qui a des sommes considérables, qui se chiffrent en centaines et centaines de millions d'euros, ils peuvent peut-être un petit peu plus contribuer. Et quant aux personnes qui ont plus de dizaines de milliards. Alors, je sais qu'une partie de ces fortunes colossales, une partie très importante, vient de la détention d'actifs industriels. Je ne suis pas bête. Donc je sais que la fortune de quelqu'un comme M. Bernard Arnault, qui a dépassé à un moment 200 milliards, je crois que c'est d'euros, c'est redescendu. Il y a une très grande partie ce sont de l'outil productif et industriel. Je comprends le souci des autorités publiques de veiller à ne pas forcer à la perte d'outils industriels au profit d'étrangers. Mais ça me fait amèrement sourire quand on utilise cet argument, puisque s'il y a bien quelqu'un qui a vendu à l'encan tout le patrimoine industriel français et qui l'a laissé partir, c'est justement Macron. Voilà. Et je rappelle que nous proposons dans le programme, dans la mesure où nous sortirons de l'Union européenne, on propose de rétablir le contrôle des mouvements de capitaux. Ce qui fait que nous empêcherons les prises les achats agressifs venus de l'étranger ou les prises de participation hostiles dans des entreprises si nous ne le souhaitons pas. Donc nous veillerons beaucoup mieux de cette façon à maintenir le patrimoine industriel dans les mains françaises, alors qu'actuellement il est en train de s'enfuir. En rétablissant le contrôle des mouvements de capitaux, nous permettrons aussi de mieux lutter contre l'évasion fiscale, que l'on estime à plusieurs dizaines, peut-être même 90 milliards d'euros chaque année, organisés notamment par des grandes sociétés ou des très grandes fortunes.
afin que de les forcer à payer leur impôt. Impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés. Donc, ce que nous perdrions peut-être un peu du côté de l'impôt sur les héritages, puisque on souhaite l'affaiblir pour, excusez-moi, jusqu'à environ des parts de 300 000 € par personne. En revanche, nous le gagnerions par une augmentation de la fiscalité pour les très 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 gros patrimoines et également par une meilleure lutte, on ne peut pas faire moins qu'actuellement, contre l'évasion fiscale. Voilà. C'est la raison pour laquelle nous restons raisonnables. On essaye de répondre à des objectifs qui sont en partie contradictoires. Mais il y a un objectif essentiel, c'est d'assurer quand même un peu la justice sociale, de ne pas toujours taper sur les classes moyennes, parce que c'est les classes moyennes qui endurent systématiquement dans tous les domaines. Elles sont trop riches pour avoir des aides sociales, et trop pauvres pour organiser leur évasion fiscale, donc c'est toujours sur elles. Donc il s'agit de défendre les classes moyennes. Voilà. Et il s'agit que les gens qui ont des dizaines de milliards soient un petit peu plus appelés à la rescousse lorsque leur pays est en danger. Voilà. J'en profite d'ailleurs au passage pour signaler que les grands pourfendeurs de la fiscalité, et notamment Mme Knafo, mais aussi M. Lisnard, les gens qui veulent la détruire, voilà, afuera, il y a toujours un truc qu'ils ne veulent pas supprimer, c'est la libre circulation des mouvements de capitaux. Jamais vous ne verrez les prétendus, même certains qui se prétendent frexiteurs, ne parlent jamais de ça, alors que c'est l'un des produits, une des conséquences les plus heureuses qu'il y a de la sortie de l'Union européenne, c'est de revenir à un contrôle des mouvements de capitaux. Je rappelle que dans le monde entier, seuls les pays de l'OCDE, sous la pression américaine, ont imposé ça, c'est-à-dire l'imposition du capitalisme financier, donnant tout pouvoir au capital, aux multimilliardaires, alors que ça n'est pas le cas de tous les grands pays du monde qui se développent à toute allure. Voilà. Il n'y a pas de libre circulation des capitaux en sortant ou en entrant en Chine, en Inde, au Vietnam, en Thaïlande, etc., au Bangladesh, au Pakistan, au Brésil, ça n'existe pas. Voilà. Et la France a très bien vécu avec le contrôle des mouvements de capitaux jusqu'en 1986, jusqu'au traité européen appelé Acte unique. Et c'est à partir de cet Acte unique européen de 1986 qu'a commencé la grande débandade de l'industrie française et des délocalisations industrielles, parce que justement, la libre circulation des capitaux a permis aux détenteurs des capitaux de faire sortir toutes les industries de France, pas toutes, mais on est passé, quand j'étais étudiant à HEC en 1978, le PIB industriel, c'était 28% du PIB français, 28% qui étaient dans l'industrie, on est tombé à 9%. Et ceux qui disent que tout va très bien, Madame la Marquise, ceux qui disent que ce serait de la folie de sortir de l'Union européenne, je leur dis, c'est vous la folie, parce que si on continue comme ça, en 2040, il y aura pratiquement plus d'industrie en France. Chapeau. Une question de Kamel. Si vous êtes élu, que proposez-vous à la communauté harkie que la France a oubliée ? Écoutez, vous me prenez un petit peu de cours. C'est une plaie dans la société française, dans l'histoire de France, que cette affaire de harkis. Et vous savez que j'aime bien, enfin je me prévaux souvent du général de Gaulle, de Charles de Gaulle, qui a été quand même un des plus grands hommes d'État de l'histoire de France. Mais voilà un sujet, c'est pas tout à fait le seul, mais c'est l'un des grands sujets où je n'hésite pas à le dire qu'il a été d'une très grande faute. Il a commis une immense faute. Voilà. De Gaulle a maltraité. A maltraité déjà les pieds noirs d'Algérie, et a maltraité les harkis. Les harkis, pour ceux qui ne le sauraient pas, les jeunes générations, sont des Algériens et qui avaient cru en la France et qui, pour certains d'entre eux, s'étaient engagés dans l'armée française. Donc harki, je crois que ça veut dire mobile. C'était une espèce de force mobile qui était un peu des supplétifs de l'armée française, qui étaient des harkis.
Et De Gaulle, alors que les combats finalement avaient plutôt tourné en faveur de l'armée française, De Gaulle a voulu liquider l'affaire algérienne. Il est vrai que c'était son honneur, sa susceptibilité avait été mise à mal par le putsch des généraux et de 1961. Et donc il en avait voulu ensuite une dent très, très dure contre les Français d'Algérie, qui leur rendent bien, puisque maintenant, nous sommes quand même plus de 60 ans après les événements, et je constate qu'il y a encore un certain nombre de Français originaires d'Algérie, ce qu'on appelle les anciens pieds noirs, ou leurs descendants, leurs enfants, mais aussi, c'est vrai, des harkis, qui ont toujours énormément de difficultés quand je parle de Gaulle, parce qu'ils estiment, ils font quand même la différence entre De Gaulle de la Seconde Guerre mondiale que plus grand monde ne remet en cause. Il y en a quand même quelques-uns, à l'extrême droite, des gens qui admirent Pétain, etc., qui remettent un peu. Mais enfin, en gros, l'héritage de Gaulle n'est pas vraiment contesté sur la Seconde Guerre mondiale. Il nous a quand même placés dans le camp des vainqueurs. Il a donné à la France son siège au Conseil de sécurité. Il a fait de la France une grande puissance. Il n'y a pas non plus beaucoup de gens qui, à la réflexion, reprochent les institutions qu'il avait données à la France, mais qui ont été complètement galvaudées depuis quelques années. En revanche, il y a beaucoup de gens qui reprochent à De Gaulle la façon dont il a clôturé la guerre d'Algérie. Et je crois qu'ils ont raison de le faire, parce que ça n'a pas été digne. Et normalement, ce qui eût été digne, c'était d'organiser les choses avec un repli pacifique. Il y avait les moyens militaires de le faire. Un repli pacifique. Il y avait eu les référendums en 1960. Mais cette affaire soulève surtout une question essentielle. Que se passe-t-il lorsqu'une frontière européenne devient un instrument de pression dans un conflit diplomatique? Pour Asselineau, Ceuta révèle les limites de la stratégie européenne face au Maroc et montre à quel point les rapports de force peuvent être complexes en Méditerranée. Alors, simple crise migratoire ou véritable opération de pression géopolitique? C'est justement ce que François Asselineau analyse dans cette intervention. Et son décryptage risque de faire réagir. Yeah.